Alors, un petit historique, on voit bien, notre but est marqué ici, c'est de considérer l'état actuel de nos services publics en rappelant ce que furent les idéaux et les actions des communards dans ce domaine. Alors tout le monde se doute bien, normalement, que pour moi, la Commune de Paris a fait des réformes importantes et progressistes dans ce sens, dont on ferait bien de s'inspirer. Alors, si jamais j'arrive pas à vous convaincre, c'est que j'aurais raté quelque chose. Ben, voilà, ça peut arriver. Et je ne sais pas si je vais le faire d'une façon très conventionnelle, enfin surtout au début. Vous allez peut-être être surpris. Alors, ceci part de notre thème annuel pour le national, hein, l'association nationale, qui tous les ans étudie un thème qui est choisi. Et cette année 2026, le thème c'est les services publics. L'année dernière, c'était l'enseignement, qui est un service public d'ailleurs. L'enseignement, ça, à Vierzon, je ne vais pas tellement vous le repasser. J'ai déjà un peu assommé toute la ville avec Édouard Vaillant, dont je suis un fan absolu. Et maintenant, j'ai plus besoin tellement d'insister là-dessus. Éducation laïque, gratuite, obligatoire, émancipatrice, bien mieux que ne le sera plus tard Jules Ferry, avec quelque chose qui vise au contraire à canaliser les gens éduqués dans un cadre favorable au gouvernement de l'époque. Bien, et qui n'est pas émancipateur. Alors la Commune de Paris, elle est un peu illustrée symboliquement par deux personnages. Un est enseignant, c'est un instituteur, Gustave Lefrançais. C'est pour ne pas remettre encore une énième fois Édouard Vaillant, bien entendu. Et puis Béatrix Excoffon, une ambulancière. Ambulancière, ça veut dire qu'elle prête la main dans un hôpital plus ou moins grand, plus ou moins réduit. Par exemple, on a dit que les communards, alors on a beaucoup calomnié la commune, je ne refais pas l'histoire, par exemple, voulaient mettre le feu à Notre-Dame, enfin, etc. Pour un peu, ils auraient été les responsables de l'incendie récent. C'est absurde parce qu'ils en avaient fait un hôpital, une ambulance, comme on disait, et qui était l'une des plus grandes de Paris. Donc ils ne vont pas mettre le feu à ceux qui y soient, aux communards maltraités. Alors, voilà, ça c'est la carte du début. Et puis après, c'est la carte que j'ai reçue par la poste. Donc entre-temps, ils ont changé. Ils ont remplacé Gustave Lefrançais par quelqu'un qui est important pour les services publics au temps de la commune, c'est Gilles Andrieux. Alors, enseignant, oui, enfin, c'est surtout un organisateur important. Et pourquoi Gilles Andrieux? Parce qu'il y a quelqu'un dans le comité de décision qui a dû faire remarquer quand même que le délégué, les communards n'aiment pas le mot ministre, ça leur rappelle trop les ministres qui les ont maltraités sous le Second Empire. Ils disent délégué, et il était délégué au service public. Donc c'était peut-être un peu normal qu'il figurât sur les cartes. Tiens, j'emploie des modes bizarres. Alors, ça fait 3 fois que je parle des services publics. C'est sûrement la fois où je vais en parler de la façon la plus approfondie quand même, parce que la première fois c'était un peu rapide, c'était à la salle Laroche, parce que tous les ans, en décembre, on célèbre Édouard Vaillant sur sa tombe, mais c'est une tradition des partis politiques à laquelle nous nous sommes ralliés. Alternativement, c'est unique en France, le Parti communiste et le Parti socialiste rendent hommage au grand homme de la ville, à Édouard Vaillant, et nous approuvons et nous participons avec plaisir. Mais nous avons rajouté, nous les amis de la commune,
une autre cérémonie à propos de la naissance d'Édouard Vaillant. Là, nous faisons un débat résolument en phase avec l'actualité du moment. Alors l'actualité du moment, c'est celle en général quand même du thème choisi par le national. Mais en même temps, les services publics, c'est une actualité du moment dans ces temps électoraux intenses. Voilà. Donc, oui, il y a eu un article qui a été fait par l'un des journalistes que nous aimons bien. Ils nous sont très utiles jusque-là. Christelle Marillo, par exemple, a fait connaître l'enquête qu'avec Michel Pigenet nous faisons, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et l'article a été très efficace pour faire comprendre ce que l'on fait. D'ailleurs, je le photocopie quand je le donne aux gens qui veulent des renseignements. Vincent Michel, qui est mon partenaire de toujours pour tout ce qui est l'histoire, c'est un passionné, compétent et bien ami. Et puis il y a aussi Patrick Debellex. Alors lui, il s'est rallié à nous d'une façon très agréable quand il a fallu lancer l'activité échec à la médiathèque. Il nous a fait tout de suite des papiers efficaces. Et là, c'est lui qui était venu ici. Voilà. Et qui nous a fait, là aussi, un bel article. Alors, je passe, on ne va pas les lire, mais... et puis après, c'était le mercredi 18 mars, oui, 18 mars, c'est l'anniversaire de la proclamation de la Commune en 1871. Enfin, pas de la proclamation, mais c'est la date qu'on donne généralement, c'est quand la Commune a pris possession de Paris, pratiquement malgré elle, parce qu'on voulait piquer les canons des communards, vous connaissez l'histoire. Thiers a envoyé ses soldats, et puis en fait, pour aller vite, la troupe a fraternisé avec les Parisiens qui refusaient de les rendre. D'abord, ils les avaient payés, c'était à eux. Et puis, ça a fait comme une émeute. Il y a eu la garde nationale qui est venue des quartiers environnants. Le gouvernement n'était pas sûr de la fidélité des troupes, il a pris peur. Jules Ferry est passé par une fenêtre en catastrophe, et ils sont enfuis de l'hôtel de ville pour aller à Versailles. Voilà, donc les Parisiens communards se sont retrouvés en possession de Paris, et tout le monde était parti à l'extérieur. C'est pas vraiment une révolution qui ensanglante et qui prend le pouvoir, c'est plutôt un vide. Ils étaient un peu embarrassés, évidemment, au départ. Alors, il faut comprendre ça pour comprendre la thématique aussi des services publics. On y reviendra. Voilà, donc ça, c'est ma présentation. Voilà, c'était au café de la rue d'Oron qui s'y colle, un café associatif, l'Antidote. Ils ont mis ça sur leur page Facebook. J'ai récupéré la photo. Là, il y avait Michel Pinglot, voilà, à ce moment-là. Bon, là, je reviens à ça. Donc, la présentation est en fait, je peux passer à toute autre chose et rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Bon. Alors, ma principale source, je vais signaler à chaque fois mes sources, peut-être, voilà. Je ne l'ai pas apporté parce qu'il est un peu gros. C'est la dernière publication de notre ancien président, qui est historien émérite, professeur émérite à Paris, qui est Jean-Louis Robert. Il est venu à Vierzon d'ailleurs pour faire des conférences à notre demande sur la commune. Certains le connaissent bien. Et il a publié récemment la nouvelle histoire de la commune de Paris 1871 en 3 tomes bien épais, écrit petit et tout, et bien dense, en érudit qui a fouillé toutes les sources, les journaux, les archives. C'est un travail d'une vie, et c'est d'une densité incomparable. Donc je me suis évidemment servi de ça comme guide en premier. Alors voilà, là on voit mieux évidemment le livre, c'est le livre 3, le volume 3, dans lequel, alors c'est un peu partout qu'on peut trouver des choses sur les services publics, puisque ça fait partie de la vie de la commune, mais
il fait une espèce de synthèse un peu plus accessible et courte qu'ailleurs dans son volume 3. Et voilà, ça commence comme ça. Non, il y a le livre 2 du volume 3, l'œuvre de la commune ou la commune en action, et chapitre 23, l'État et les services publics. Voilà, alors c'est là que ça commence, véritablement, la conférence. Et alors, s'il y a quelque chose pour qu'on soit tout de suite dans le bain, qui est à retenir d'une façon caractéristique et constante, parce que la commune c'est complexe à étudier, je suis obligé à chaque fois de simplifier un peu. Lui, avec toutes les pages qu'il a et les heures de lecture qu'il a, il peut nuancer chaque affirmation. Mais pour qu'on en retire quelque chose, je vais parler un peu rudement. Voilà, quand même, parce que ça va déflorer un peu ce que j'ai à dire et mon effet d'étonnement va être perdu. Voilà, ce qu'il faut retenir donc, dis-je en bon pédagogue, c'est que les communards, dans leur ensemble, leur obsession, c'est la haine des fonctionnaires. Leur deuxième obsession, mais qui est connexe à celle-ci, c'est de faire des économies. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, la guerre coûte cher, ils sont encerclés de partout, les Prussiens, les Français de tiers, donc il faut économiser. Sur quoi on économise en priorité pour le communard de base? Sur ces fonctionnaires qui foutent rien, qui sont des parasites et qui nous embêtent. Voilà. Et non seulement ils servent à rien, mais le plus souvent ils sont nuisibles. Voilà. Et ils sont très contents dans les administrations communards de dire nous avons réduit le nombre de fonctionnaires de moitié et le résultat est meilleur. Formidable. Alors, le père Duchesne, vous avez peut-être entendu parler du père Duchesne à la Révolution française, celui qui parle brut, peuple, en mettant des foutres ceci par-là et partout. Eh bien, alors là, vous ne pouvez pas le lire, mais ou peut-être difficilement. Voilà ce que dit Jean-Louis Robert, pour étayer que je ne vous raconte pas des cracks. Ces employés trop nombreux, trop payés, travaillent mal et seraient souvent inutiles. Dans les hôpitaux, estime le père Duchesne, s'il n'y avait pas tant d'employés si bien payés pour faire si peu de besogne, ça irait bougrement mieux. Mais grâce à la foutue organisation, toute la crème va aux bureaucrates, aux plumitifs, et le petit lait aux patriotes. Petit lait, c'est-à-dire vraiment ce qui n'est pas très bon. Et les patriotes, c'est eux. Bon, il y a plein d'autres exemples comme ça. Au ministère des Affaires étrangères, l'administration centrale comprend trop de parasites, trop d'emplois complètement inutiles, de garçons de bureau, trop de valetaille. Le mépris, là, c'est des valets, comme un albardier. Nous, gens qui s'abattaient sur les fonds publics comme des corbeaux sur un cadavre. Même les prêtres, on n'en parle peut-être pas presque aussi violemment à l'époque. Vous voyez comment on traite les fonctionnaires. Des plats valets, bah oui. Et l'auteur de conclure que cela est vrai pour tous les ministères. Bien. Alors, plus étonnant pour nous, parce que moi qui m'intéresse particulièrement à l'éducation, j'ai quelques vedettes que j'adore en dehors de Vaillant. C'est par exemple Maria Verdure, qui était à la tête de la délégation des femmes quand, après la proclamation de la commune le 28 mars, est venue trouver l'exécutif de la commune, dans lequel il y avait Vaillant et Piat. Ils étaient en bonne poste. Et pour leur présenter un projet d'éducation nouvelle. Et l'exécutif de la commune dit, c'est exactement ce que nous, on veut faire. Donc, vous, les femmes, là, qui avez un projet parfaitement bien ficelé, eh bien, on va vous le favoriser. Et on va le généraliser. On va tout faire pour le généraliser. Et c'est un projet éducatif absolument remarquable. Elle était là avec son mari, pédagogue, lui aussi, d'Issoudun, Élie Ducoudray, qui va se spécialiser dans les crèches à la commune. Et on en parle ici, cruellement, dit Jean-Louis Robert, qui n'a pas l'air d'être aussi fan que moi de cette action, cruellement, Maria Verdure, Félix et Élie Ducoudray, Félix c'est le frère, Élie Ducoudray c'est le mari,
prônant la fermeture des maisons des enfants abandonnés de l'assistance publique, où existe une énorme mortalité, écrivent que les employés seuls regretteraient peut-être ces maisons parce qu'ils en vivent. Donc ils se disent, voilà, il y a un service là pour les enfants abandonnés, fermons ça, personne ne les regrettera. Alors, j'ai, dans le cimetière, là, Édouard Vaillant, quand j'ai parlé de ça, c'est vrai qu'on a dit, Paglot a dit, la commune, c'est formidable pour les services publics, etc. Et moi, j'ai dit oui, c'est remarquable, parce qu'ils ont réussi, ils se vantaient de faire une meilleure besogne en supprimant la quasi-totalité des fonctionnaires. Alors là, le pauvre journaliste Abaudy, hein, je ne sais pas si tu te souviens, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Il ne faut pas dire ça, il ne faut pas que ça se sache, parce qu'il y en a évidemment, les libéraux au pouvoir, qui vont demander que s'appuyer sur la commune comme justificatif pour faire leur réforme de saccage des fonctionnaires. Attendez, j'ai évidemment fait, tout ce que j'ai dit est vrai, mais ça prouve qu'on peut donner, ça c'est mon côté critique des médias, hein. Si j'étais un média absolument lamentablement récessif, etc., j'aurais utilisé ça, et si on m'avait dit, mais alors là, qu'est-ce que vous racontez, ben, j'aurais dit, c'est pas vrai ce que je dis. Si, c'est vrai. Hein, c'est attesté, c'est des faits. Hein, la preuve, j'ai des preuves, même les amis de la commune le publient. Et j'aurais donné l'impression que l'idée générale, c'est que les communards étaient finalement contre les services publics. Je ne l'aurais pas dit, mais on en aurait tiré la conclusion, logique. Or, c'est une conclusion fausse, parce qu'il faut replacer tout ça dans un contexte. Et si on ne donne pas le contexte, on se fait une opinion exactement contraire à l'opinion véritable. Alors, c'est quoi le contexte? Comment? Tu attends avec impatience, c'est bien. Je l'ai payé très cher hein, pour qu'elle dynamise l'assistance. Ah ben, on arrive, hein, je ne vais pas te laisser, tu ne dormiras pas mal ce soir parce que je n'aurais pas donné la réponse. Ben, le contexte, c'est que les communards, c'est le petit peuple parisien. Et j'ai dit tout à l'heure que sous l'Empire, Napoléon III, ils ont été maltraités par une administration, et c'est pour ça qu'ils détestent le mot ministre. Parce que les ministres, ils étaient au service d'un pouvoir quasi dictatorial, en tout cas très autoritaire, et que ce pouvoir s'appuie aussi sur toute une hiérarchie de fonctionnaires d'empire. Et quand ils parlent de ça, ils s'attaquent à la survivance des fonctionnaires d'empire. Alors les fonctionnaires d'empire, il faut savoir ce que c'était. Et c'est la chute de Napoléon III qui a perdu la guerre contre la prise, vous le savez, qui les a libérés de cette administration. Mais il y a une phase de transition. Et les fonctionnaires, c'était des gens qui se comportaient ni plus ni moins que les nobles d'Ancien Régime. C'était une caste qui était hyper bien payée, ça fait rêver maintenant, hein, si on était fonctionnaire comme ça, qui avait les meilleurs appartements de Paris, avec des tableaux de maîtres, et qui ne fichaient rien, ou presque rien, ils ont raison, hein, mais ils captaient tout l'argent qui était normalement pour le service. Et les communards détestaient ça, parce qu'ils voulaient quand même que l'argent aille aux personnes qui en auraient eu besoin pour faire fonctionner le service. Alors, toutes ces phrases qui sont là sont des phrases à remettre effectivement dans ce contexte-là. Et après, évidemment, ce qu'ils vont faire, c'est réduire le nombre de fonctionnaires, effectivement, mais les remplacer par des fonctionnaires beaucoup moins payés. Donc, ils font des économies, effectivement, et mais qui seront quand même relativement à l'aise, quand même. Hein, voilà, parce qu'ils font un travail, et ce travail mérite d'être rémunéré. Et l'argent, le gros de l'argent qui avant disparaissait dans des fortunes de privilégiés, eh bien, ça allait pour vraiment ceux qui en avaient besoin. Et c'est comme ça que Maria Verdure, Félix Ducoutray, vont remplacer cette institution qu'ils ont chassée
par une autre qui est au service des personnes, des indigents, hein, et qui va fonctionner beaucoup mieux en faisant des économies considérables. Bon, voilà. Ça va, Daniel, te voilà soulagé? Non, ouais. Complètement, je change tout de suite une question. Vas-y. Étant donné, il faut bien dire, le peu de temps qu'a duré la commune, oui. Est-ce qu'ils ont eu le temps de prendre suffisamment de recul pour savoir si la réforme qu'ils avaient faite portait des fruits? Alors, ça, la question du temps réduit de la commune, elle est absolument déterminante. Hein, forcément. Alors, on a fait, nous, dans le Berry, hein, un colloque en 2 temps, à Issoudun d'abord, à Bourges après. À Issoudun, c'est le centre des congrès. À Bourges, c'était les archives départementales du Cher. Voilà. Et on a réussi à impliquer dans notre démarche les meilleurs historiens actuels de la commune de Paris, les meilleurs spécialistes, en général d'ailleurs des historiens jeunes qui renouvellent ces études. Par exemple, Jean-Louis Robert, qui est quand même le ponte global, avec Michel Cordillo, j'en reparlerai tout à l'heure, n'était pas impliqué dedans, mais est-ce qu'ils ont fait une œuvre qui est d'autorité, etc. Mais là, on avait des pistes vraiment nouvelles et qui font le point dans tous ces domaines de la commune de Paris. Donc, c'est une commune en acte. Alors, la commune en acte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle avait des projets. Les projets étaient effectivement progressistes, et on verra sur quoi ça se base, mais ils ont aussi agi. Je me suis inspiré pour lancer mon introduction de la phrase de Marx qui dit que la principale œuvre sociale de la commune de Paris, c'est son existence en acte. C'est-à-dire que elle n'a peut-être pas écrit des traités théoriques et puis des règlements, puis après avoir le temps d'appliquer tout ça selon une doctrine. Mais elle était dans l'urgence. Et elle avait des idées, les idées fusaient, on les appliquait immédiatement. Donc il y a eu quand même des actes. Les femmes ont pris le pouvoir. L'enseignement a eu des enfants qui ont mangé. Louise Michel était là, leur a donné des godillots parce qu'ils n'en avaient pas. Les Ducoudray et Verdure ont reçu les enfants des orphelinats, etc. et ont amélioré concrètement leur sort. Donc effectivement, il y a peu de temps, ils n'ont pas fait tout ce qu'ils voulaient. Ça, c'est vrai. Et même loin de là, parce qu'ils avaient des ambitions extraordinaires, les communards. Mais dans le temps qui est imparti, c'est quand même, disons, 72 jours, on dit habituellement, c'est un peu moins parce qu'à partir du 21 mai, les massacres commencent. Là, on ne peut rien faire, quoi. Mais pendant ces 2 mois, en gros, ils ont vécu, ils ont espéré, et ils ont appliqué des tas de choses. Ils ont même fait des fêtes, des concerts, ils ont fait de la distraction, des musiques, ils ont ouvert les musées à la population parisienne. Donc, ce qu'ils ont fait est aussi considérable que, je veux bien le dire aussi, limité. Par exemple, dans le domaine de l'enseignement, Vaillant a été loin de faire tout ce qu'il a voulu. Il a à peu près nettoyé, l'affreux mot, comment dire, il a un peu établi un côté puissamment laïque dans les classes. Il a retiré les crucifix, voilà, c'est plus, par exemple. Et puis il a remplacé le personnel qui était un peu trop orienté anti-communard et pro-hiérarchie religieuse par des maîtres laïcs. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais en gros, il l'a fait. Donc, il y a eu pas mal de choses là. Voilà, donc là j'ai un peu mieux peut-être cerné. Voilà. Merci de me lancer. En même temps, vous prenez le risque, ça dure longtemps parce que je suis un peu dans la passion quand il s'agit de la commune de Paris. Donc voilà, j'espère que l'impression fâcheuse que j'ai donnée au début. Alors évidemment, quand j'ai dit ça, le journaliste, mais on lui a dit qu'attention, il faut tenir compte du contexte. On parle évidemment du régime impérial ici
pas l'escompte. Voilà, le père Duchesne, hein, du temps de la Commune, c'était le fils du père Duchesne, parce qu'en référence à celui de la Révolution. Pour les érudits, c'est Maxime Vuillot, mais Eugène Vermersch, hein, qui en assurait la production. Voilà. Alors, autre chose aussi dans... Ah oui, là, j'ai bien aimé ça, c'est pour ça que j'en ai pris, pour vous faire de vraies citations. C'est que l'idéal des communards, on a envie que ce soit vrai, c'est de devenir... alors que l'administration soit bienveillante et fraternelle. Je vois ici un souci d'une administration bienveillante et fraternelle, ayant un caractère fraternel et intelligent, et qui accueillerait chaleureusement citoyennes et citoyens, se manifeste aussi alors que les employés de l'Empire étaient impolis, travaillant de mauvaise grâce avec le public. Vous voyez le retournement et les idéaux qu'ils veulent faire. Alors, un autre mot important aussi, ou une autre directive, ils n'ont pas le temps de mettre en place ce qu'ils voulaient faire. Par exemple, pour le recrutement. Comment recrute-t-on dans l'urgence des fonctionnaires pour remplacer les mauvais d'avant? C'est la galère. Alors, ils ont des principes, mais il faut être honnête. Hein, c'est encore une fois, ils bidouillent un peu comme ils peuvent. Et ils essayent d'avoir quand même des critères. Alors, les critères, c'est des hommes sûrs, comme ils disent. C'est-à-dire des gens qui ne vont pas nous trahir à la première occasion. C'est-à-dire des gens qui vont bien dans le sens de la démocratisation des services publics, de l'intérêt général. Alors, là, pour eux, il y a un mot qui est sacré. Ceci dit, ils suppriment le serment, parce que le serment, c'est le serment à l'État, c'est le serment religieux, etc. Je jure sur Dieu, etc., que je serai un bon fonctionnaire. Ça, ils suppriment les histoires de serment. Mais ils veulent absolument que, dans la tête de tout le monde, le mot public, au service du public, soit un mot sacré. Hein, c'est l'intérêt général qui prime. Il n'y a pas d'excuse si on s'écarte de ça. Ça, c'est quelque chose de vraiment fort qui revient toujours. Je ne sais pas si... Voilà. On nous dit, par exemple, il faut se tenir chaque jour à la disposition du public. Hein, le mot... il faut faciliter et activer les rapports des intéressés avec le service. Que ce soit aussi de proximité que possible. Hein, qu'il n'y ait pas cette espèce de distance qu'avaient les autres. Hein, les autres, le public... voilà. Il y a aussi l'idée qu'il ne faut pas avoir là des abus de pouvoir. Vaillant, par exemple, alors pourquoi j'ai pris Vaillant, je ne sais pas. Par exemple, il y avait un délégué du muséum qui sort un peu de son rôle et qui fait un peu le petit chef et qui limite un peu l'accès du public, etc. Et Vaillant dit « Personne n'a le droit, n'ayant pas la responsabilité de réglementer ou arrêter en dehors de la délégation, les agents de la délégation n'ont que le droit de proposition pour notre mesure d'ordre général. » La mesure d'ordre général, c'est tout ce qui était là. On ne contrôle pas d'une façon inutile et on ne met pas de barrière inutile de paperasse entre la personne qui vient vous voir et puis... Moi, quand je vois les préfectures maintenant qui fonctionnent pour ceux qui veulent renouveler des papiers ou des choses comme ça, surtout quand ils ne les ont pas, c'est vraiment le jour et la nuit. Alors, c'est vrai aussi que je disais l'urgence, ils avaient deux mots d'ordre. Cette fidélité, pourquoi on les choisit à la direction des services ou comme fonctionnaire? C'est souvent sur recommandation. Par exemple, quand on a un communard qui est sûr, il dit « Ah ben moi, je connais machin ». Alors, ça peut paraître du pistonnage, ça peut paraître de l'entre-soi, etc. Ça l'est d'une certaine façon, mais dans les circonstances actuelles, il vaut mieux embaucher quelqu'un qui est recommandé par quelqu'un de sûr qu'un espion versaillais qui vient pour saboter. Ça existait aussi, n'oubliez pas qu'on est en guerre.
Donc, c'est le côté. Et puis le passé. Le personnage comme Tess, par exemple, Albert Tess, qui était à la Poste et qui avait été à l'International, qui avait eu la confiance de ces hommes dans des groupes qui n'avaient rien à voir avec la Poste, mais des groupes un peu de militants. Eh bien, quelqu'un comme ça, on le met tout de suite dans un poste de confiance. Il a fait ses preuves, il a un passé. Donc, c'est le fait d'être sûr qui est déterminant. L'autre fait, mais encore une fois, c'est vrai que dans la précipitation, ça ne peut pas être absolu, c'est la compétence. C'est-à-dire au service du public, on mettra aux emplois ceux qui ont une certaine forme de compétence. Et ce n'est pas toujours le cas. Il y a des moments, on espère qu'ils seront compétents. Mais quand on peut, on contrôle. Et on a mis effectivement des gens, des médecins pour l'assistance publique, par exemple, parce qu'il y avait une fiabilité, des enseignants pour... ça paraît logique. Hein. Dès qu'on avait les moyens de vérifier, ça se faisait bien. Mais parfois, c'était un pari. Ils auraient aimé faire des concours, ça existait. Mais voilà, des examens, des concours. Mais vous pensez bien que l'organisation d'examens de concours dans l'urgence, ça n'a pas été aussi généralisé qu'il l'aurait voulu. Voilà. Donc, il y a toujours une part de bricolage dans tout ça. Ici, j'ai pris un autre mot. Ah oui, la démocratisation. C'est un peu le... à chaque fois, c'est entre une chose et son contraire, quoi. Ce qu'ils voulaient, c'était démocratiser. Pas de chef, par exemple. Ça, ils auraient bien aimé. Mais en même temps, ils voulaient assurer qu'il n'y ait pas d'ivrognes qui viennent tout saboter, de gens qui travaillent pas et qui prennent l'argent et qui empêchent le fonctionnement. Le respect du travail bien fait exige qu'on ait des règles strictes et il y a eu des sanctions. Hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui se comportait mal, on le virait, comme les anciens, mais au nom du travail bien fait et du respect qu'on doit au public. Vous savez qu'il tenait à la révocation aussi de tous les fonctionnaires, qu'ils soient élevés ou pas, hein, en haut lieu ou pas. Ils sont contrôlés par le peuple, ceux qui les ont élus, et s'il y a des réclamations trop justifiées que quelqu'un n'applique pas le programme pour lequel il était désigné, eh bien, on l'exclut. Voilà. Donc, la difficile démocratisation, hein, c'est le titre de ce chapitre, c'est cela. C'est-à-dire que, oui, quand on parle de fonctionnaires, on parle surtout de la sécurité de l'emploi. Donc là, il n'y avait pas. Alors, d'abord, il n'y avait pas de statut au sens où on l'entend actuellement. Hein. Rien à voir avec les millions d'un État moderne comme le nôtre qui a des choses absolument énormes. Et puis là-dedans, d'ailleurs, il y a 40 000 qui sont simplement, comme on dit, des fonctionnaires ecclésiastiques. C'est-à-dire qui sont une obligation du concordat de Napoléon Ier qui les a mis fonctionnaires d'État. Donc ils sont rémunérés par l'État, mais bon, ben, c'est les curés, les archevêques, etc. Ils étaient considérés. Mais pour le débat qui nous intéresse là, eux ne font pas partie de ce qu'on appellerait les services de la fonction publique. Voilà. Donc il y avait finalement assez peu de choses. Et en plus, on verra aussi, il y avait les délégations. Hein, c'est-à-dire que les délégations de services publics, alors ça veut dire qu'il y avait évidemment des entreprises privées qui faisaient fonction de services publics. Par exemple, la plus célèbre, c'était le transport, les chemins de fer. Les chemins de fer, c'était des compagnies privées qui étaient en plus, ça compliquait, pas nationales, mais régionales. Il y avait la compagnie de l'Est, d'Orléans, de Lyon, etc., de Toulouse, et c'était des compagnies qui fonctionnaient. Et l'obsession des communards, c'était que ça fonctionne, qu'il n'y ait pas d'interruption du service public. Donc ils n'allaient pas dire on va renvoyer ces gens-là, démettre les chefs des compagnies, et puis ça va bloquer tous les trains,
Et les premiers embêtés, c'est qui? C'est nous. Par conséquent, ils ont dit non, hein, on va essayer de s'entendre avec eux, et d'ailleurs ils l'ont fait plutôt bien, ils leur ont mis la pression, hein, c'est sûr, hein. Ils ont dit si ça ne va pas bien, on peut peut-être réquisitionner ceci ou cela. C'est arrivé par exemple pour les omnibus, quand ils en ont eu besoin pour la guerre, c'était une compagnie privée, et bien au moment le plus dramatique, ils ont réquisitionné les omnibus. Mais ils ont été avec prudence dans ce domaine-là. Et les cheminots ont continué. Oui, ça c'est marrant d'ailleurs parce que ça aussi, hein, c'est une interprétation des médias dominants de l'époque qui est contraire à la réalité, mais ils s'en sont servis, hein, la propagande des Versaillais et de Thiers, pour dire que les cheminots étaient anticommunards et étaient contre la Révolution. Et la preuve, c'est qu'ils avaient continué à travailler au service des compagnies. Ça veut dire qu'ils aimaient bien leur patron et qu'ils détestaient les communards. Mais évidemment, c'est idiot, parce que c'était la commune elle-même qui souhaitait. Elle aurait été bien embêtée, la commune, qu'il n'y ait pas du tout de train qui circule pour l'approvisionnement à l'intérieur de Paris et avec l'extérieur. Elle voulait justement que la province et Paris ne soient pas coupés. Et c'est le gouvernement qui voulait couper les ponts pour que les autres soient assiégés et se rendent à la fin. Donc la circulation des trains intéressait en fait les deux. Les compagnies capitalistes, si vous voulez, et aussi les communards révolutionnaires. Donc les propagandes d'un côté ou de l'autre, là, n'avaient pas grand sens. Hein, voilà. Au colloque de Bourges, oui. on a eu une intervention sur justement les trains, les transports et la poste. Tout à fait. Et qui montrait l'importance d'avoir réussi à continuer justement ces deux services-là pour les communards et pour les habitants de Paris. Tout à fait. Par rapport au lien avec la province, puisqu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient quitté Paris pour aller en province. Donc il y avait vraiment importance de garder les liens de train et de poste. Ah bah oui. Elle était très intéressante, cette oui. dans les actes là. Et c'est là-dedans. C'est dans les actes, oui. Et il est détaillé, c'est la dernière intervention ou l'avant-dernière de Bourges. Elle était super intéressante. Et elle est effectivement, c'est Medjaj qui avait fait ça. Ouais. Et il avait fait ça avec un détail. Mais super bien documenté. Ça, et c'était documenté à l'extrême, c'est admirable. Hein, ouais. Voilà. Et là, tout est. Alors, dans ça, j'ai demandé à la médiathèque qu'elle le prenne. Je ne sais pas si elle l'a fait, mais je leur ai donné la documentation. Et puisque tu parles de la poste, je le montrerai tout à l'heure, mais évidemment, il est prévu que je fasse aussi une conférence uniquement sur lui, Albertès, qui a tenu la poste pendant la Commune. C'est un personnage important. Alors Louis Andrieux, c'était le chef, effectivement, des services publics pendant la Commune, mais des gens remarquables et humbles comme Tess. Enfin, c'est quelqu'un qui arrive de rien, on lui donne une grande responsabilité. Ah oui, je vais digresser sur tout, mais enfin quand même, il faut quand même le dire. C'est comment, j'ai dit qu'il y avait un vide tout à l'heure. Alors je fais comme si tout le monde connaissait l'histoire de la Commune à peu près comme nous, hein, les amis de la Commune et tout. C'est peut-être pas vrai malgré les conférences qu'on a faites. Et d'abord, c'est pas enseigné en histoire en France, bien que ce soit le dernier grand massacre de masse qu'il y ait eu, parce que ça dérangerait les gouvernements successifs, évidemment, au pouvoir. Je fais de la politique pendant que je peux encore en faire ici. Voilà. Bon. Mais c'est pas pour rien qu'on vous enseigne pas la Commune en classe. Ces gros gamins, s'ils vont en classe, n'auront jamais un cours sur la Commune, alors que c'est absolument décisif pour comprendre ce qui se passe à notre époque et comprendre son évolution. Alors, il faut savoir que j'ai dit que le gouvernement, tout à l'heure, avait fui de peur en province, en Hague, au 18 mars. Bon, mais à partir de là, ils préparent la contre-attaque. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Versailles, en plus, la ville des rois. Pas la ville des Noirs, hein, celle-là, c'en est une autre, mais la ville des rois. Versailles, Louis XIV, pas Saint-Denis. Eh bien,
il attend une chose à Versailles, c'est que tous les officiers et tous les soldats de l'armée française qui avaient été vaincus à Sedan et qui s'étaient rendus à Metz avec le traître Bazaine, nous on emploie des mots comme ça. Hein. D'abord il a été certifié tel par un procès qui l'a condamné. Mais après coup, hein, quand c'était trop tard évidemment. Eh bien, les soldats français, Bismarck veut les libérer parce que que les Prussiens attaquent Paris pour se rendre maître de Paris, alors que la population républicaine de Paris ne voulait pas se rendre, contrairement au gouvernement monarchiste qui s'appuyait sur une assemblée aux 3/4 monarchistes à l'époque. Le gouvernement voulait la paix à tout prix, évidemment, pour continuer ses affaires, quitte à abandonner l'Alsace et puis, on dit la Moselle, enfin, c'est un peu plus compliqué, la Meuse et tout. Eh bien, les Parisiens n'ont pas voulu. Ils ont dit on en a bavé pendant le siège, qui était un des plus durs, on a eu la famine, et nous sommes des patriotes, on ne va pas se rendre comme ça. Or, prendre une ville comme Paris, qui est peut-être la première du monde en population à l'époque, c'est pas rien. Les historiens du temps appellent ça, il ne faut pas croire que c'est une ville simplement, c'est un mini-État, hein, mais ça se comporte comme un État. Eh bien, une guerre de rue, comme ça, on y laisse, même quand on est une armée, on y laisse énormément d'hommes. C'est très risqué. Donc Bismarck a joué fin, il a laissé les Français se battre entre eux. Hein, c'est-à-dire que Thiers a demandé à ce qu'on rapatrie les soldats qui avaient été vaincus et qui souhaitaient prendre leur revanche, devenir vainqueurs contre les Parisiens. Hein, des hommes assez peu armés, évidemment, pas des militaires de carrière, des enfants et des vieillards qu'on allait tuer en une semaine avec des balles, des baïonnettes, l'arme blanche, etc. Hein, mais sans pitié aucune. Et alors, effectivement, ils sont des héros, ces gens-là. Et ils ont leur revanche. L'armée est glorifiée. On les décore. Sauf un. Mais là, je ne vais pas revenir sur lui. C'est évidemment, il y en a qui ont compris, Louis-Nathaniel Rossel, le seul officier qui s'est rallié à la Révolution. On ne va pas lui permettre de triompher dans le camp adverse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est intolérable. On le condamne à mort, on le fusille le 28 novembre 1871, donc à la fin de l'année. Après un procès, quand même, hein, c'était quelqu'un d'important, lui, il a eu droit à un procès. Les autres, en général, on les liquide sur place. Donc, ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'on ne pardonne pas. Alors, il y a les faits, puis il y a les interprétations. Alors, pourquoi il y a eu un tel massacre de la Commune? Eh bien, il y a plusieurs raisons, bien entendu. Mais une des raisons qui me paraît principale, c'est justement les services publics. Parce que quand l'État, le gouvernement, les ministres sont partis de Paris, ils ont ordonné aux fonctionnaires qui faisaient tourner les services publics de la capitale, même si c'était des fonctionnaires un peu ancien régime, etc. Mais c'est difficile de continuer quand toute la fonction organisatrice d'une ville aussi importante s'en va à Versailles. Ils avaient l'ordre d'aller à Versailles. Sinon, les représailles allaient être terribles. D'abord, privés de traitement. Ensuite, dégradés de poste. Ils perdent leur boulot. Donc, ils y vont pratiquement tous à Versailles, à quelques exceptions près. Hein, je dirais pourquoi, peut-être les exceptions, il ne faut pas trop que je fasse des digressions, mais bref, ils s'en vont à Versailles. Ben, les autres se retrouvent avec des services désorganisés, sans organisation dans les services. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se démerdent, hein, comme ils peuvent, et avec les moyens que j'ai dit. Ils essaient de recruter, machin pour ça, il faudrait quand même faire continuer la poste. Bon, les cheminots restent, hein, je l'ai dit, mais le reste, ça ne va pas. Il faut même de la police. Les policiers, vous pensez, c'est les premiers à être de droite et d'aller rejoindre Versailles. Hein, voilà. Donc, on fait ce qu'on peut. Et le pire, c'est qu'ils ont une menace sur la tête. Parce que s'ils continuent leur service,
eh bien, ils usurpent une fonction. C'est aussi grave que pour un militaire d'usurper un grade. On risque le peloton d'exécution quand même. C'est des fonctionnaires d'État. C'est considéré comme une trahison. On n'a pas le droit de se proclamer policier si on n'a pas été nommé par un régime légal. Et là, on va être dans l'entre-deux. Voilà pourquoi, dans le bulletin que l'on a fait pour les amis de la commune, je me suis permis là, de parler un petit peu d'héroïsme de ces gens qui ont accepté. Et ils ont accepté, bon, évidemment, il y a d'autres raisons, il fallait aussi faire bouillir la marmite et nourrir la famille. Mais enfin, les risques qu'ils prenaient étaient absolument considérables. Bon, il y en a, petite quantité aussi, qui n'ont pris aucun risque. Et même qui ont assuré la continuité du service avec la bénédiction de Versailles. Parce que Versailles a dit, en sous-main, vous pouvez rester à votre poste, et même vous devez y rester, pour au bout d'un certain temps, organiser des sabotages dans la commune. Il y avait des gens qui étaient au poste avec la mission secrète de saboter le fonctionnement de la commune. Et bon, sans suspense aucun, globalement, on peut aller dans le détail et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais globalement, c'est une sorte de déconvenue énorme pour le gouvernement. Qu'est-ce qu'ils avaient annoncé? Ben, vous attendez une semaine et vous allez voir, la racaille va s'emparer de Paris. Ça va être la prostitution dans tous les coins, des viols, des massacres, des vols, ça va être l'anarchie totale. Et puis, ils vont crever de faim. Ça va être des ordures partout, il n'y aura pas de voirie. Dès qu'il y aura un incendie, il n'y a plus de pompiers. Ils vont évidemment... tout ça va être un immense brasier, et nous, après, on reviendra remettre à l'ordre une fois que les autres se sont écroulés. C'est ça qu'ils attendaient. Mais en fait, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Ce qui s'est passé, c'est que des gens qui n'étaient pas forcément compétents, qui ne connaissaient pas, etc., comme Tess à la Poste, bon, c'était souvent des ouvriers, eh bien, ils ont fait fonctionner le service. Avec simplement ces principes du bien commun et du travail le mieux fait possible. Et le respect du public. Il y avait rien d'autre, en fait. Mais pour eux, ils avaient ce culte-là. Et les services, il y a quelqu'un qui s'appelle Villiers de l'Isle-Adam. C'est pas du tout ce que j'ai prévu avec mes petites photos. Là. Je suis en train de partir un peu. Mais enfin bon, il faut que vous partiez en ayant quand même une idée de ce que c'était que la commune. Villiers de l'Isle-Adam, qui était plutôt un aristocrate d'esprit, qui n'est pas du tout prolétaire et proche du petit peuple, ben, il vient faire une promenade à un moment dans Paris, à ce moment-là. Et il rapporte objectivement ce qu'il a vu dans son tableau de Paris. Et il dit, mais j'ai jamais vu Paris aussi tranquille. Les gens sourient, sont gais. Il n'y a jamais eu autant de sécurité, alors qu'ils ont aboli la police. La première chose à faire, c'est d'abolir la préfecture de police, qui était un organe d'oppression extraordinaire. Et il fait un tableau. La prostitution a largement diminué, on voit plus ce qu'il y avait avant, on voit plus de ce qu'on dirait des SDF dans la rue. Chacun est pris en charge. Et ça, c'est l'adversaire qui décrit ça comme ça. Évidemment, les adversaires honnêtes, parce que les autres, évidemment, n'accepteront jamais ce tableau-là. Et même, on peut dire que c'est parce qu'ils ont réussi à faire fonctionner ce qu'ils n'auraient pas dû faire fonctionner, qu'à la fin, on ne leur a pas pardonné et qu'on n'a eu qu'une envie, c'est de les supprimer. Ce n'est pas possible de laisser croire qu'un pays peut se gouverner sans ses élites, qui, elles, ont des privilèges, qui sont payés parce que c'est des gens qui ont des qualités hors normes et qui méritent parce que, évidemment, sans eux, rien ne se fait. Ben non, sans eux, tout s'est fait. Et ça, c'est ce qu'à mon avis, on ne leur a pardonné le moins à ces gens-là, et ils l'ont payé de leur vie, sauf ceux qui ont pu s'évader. Bien entendu, il y en a quand même quelques-uns. Mais c'est quelque chose d'important. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai mis après pour Jean-Louis Robert? Ah oui, ça c'est le tableau. Alors, le service des postes,
est un service exemplaire. Comment? Ah, tu veux que j'agrandisse un peu? Oui, on me fait des signes. Voilà. Alors, ils ont travaillé hein, sur les fiches et tout. Alors, c'est pour montrer une chose, c'est c'est toutes les catégories. Hein, ça, c'est la hiérarchie, l'encadrement. Et en bas, il y a ceux qui sont les gens de la base. Et il y a ceux qui sont partis à Versailles, et puis il y a ceux qui sont restés à Paris. Et on voit que, par exemple, dans les chefs et sous-chefs de section, 68 sont à Versailles et 0 à Paris. C'est-à-dire qu'eux, ils partent tous, les chefs. 0%, donc c'est facile. Dans les commis principaux, 26%. Et plus on descend vers la base, on s'aperçoit que ceux qui restent le plus, c'est les petits, les sans grade. D'abord, eux, ils n'avaient pas l'assurance d'avoir de quoi se nourrir à Versailles. Hein. D'une part, il y a autre raison que l'héroïsme ou l'attachement à la commune. Mais, donc là, ça, c'est les agents. Hein, c'est quand même l'élite. Et dans les sous-agents, hein, comme ils disent, eh bien, plus on descend vers le bas, les commis-facteurs, c'est évidemment au plus bas de la population, eh bien, eux, ils sont 80%, 794 à rester à Paris. Donc là, on a le bilan, 26% des agents de rang supérieur restent, et là, 80% des agents de rang inférieur, enfin plus près du peuple, restent à Paris. Voilà. Et puis, la moyenne, vous voyez, la majorité sont quand même, à cause ou grâce à ceux qui étaient à la base, qui ont continué de faire le service, eh bien, sont restés là. Alors, ici, les parcours et choix, mais j'en ai déjà parlé. Là, c'est des exemples particuliers. Dans une trentaine de cas, il n'y a aucun rapport entre la fonction qu'on leur a donnée et leur curriculum vitae, si vous voulez. Leur CV ne prédisposait pas à faire ça, mais c'est un peu sur le fait qu'il fallait aller en urgence ou qu'ils avaient une réputation. Par exemple, on a trouvé assez souvent comme commissaire ou chargé de la sécurité, non pas des gens qui avaient une carrière un peu militaire, etc. Il y avait même des artistes. On mettait un peintre, un artiste peintre, s'occupait de la police. Et ça s'est passé très bien. Parce qu'on savait que le gars était bienveillant, mais en même temps, il n'allait pas laisser passer. Et il était incorruptible. Ça, surtout, l'honnêteté, le côté incorruptible, c'est important. Par exemple, un bijoutier, Combeau, directeur des contributions directes. Là, un professeur, substitut du procureur. Le professeur de musique Ferdinand Révillon devint directeur des douanes. Vous voyez? Oui, Émilie. Excuse-moi, je reviens un tout petit peu en arrière sur le Pas de tableau. souci. Il me vient l'idée qu'on peut penser que tous ces gens, on va dire là en bas de l'échelle, ne savaient pas trop ce qui les attendait. C'était pas forcément des communards convaincus. Tout à fait. L'idée pour moi, ce serait peut-être qu'ils venaient déjà de subir le siège. Oui. C'était des gens qui étaient dans une insécurité totale et qui n'avaient peut-être pas d'autre choix que de conserver le peu qu'ils avaient, c'est-à-dire leur logement. D'où un attachement à l'endroit où ils vivaient. Alors que ceux du haut, oui. Pour beaucoup, ils avaient des possibilités. Oui, certains s'en allaient dans leur campagne. Tout à fait. C'est un peu comme le Covid, ça fait des inégalités terribles. Je pense que ça peut aussi entrer en ligne de compte. Mais tu développes ce qu'effectivement j'ai dit tout à l'heure, quand ils restent, c'est parce qu'effectivement, ils n'ont pas de revenus ailleurs. Possibilité, il faut rester. Ce n'est pas forcément un attachement à la commune. Et quand on dit que... mais il y avait quand même la menace. Oui, la sécurité. Oui, non, mais la menace de tiers. Et la menace des autorités, ils ne plaisantent pas. Il y a eu des exemples. Et donc, quand on reste là, même si on dit j'ai mon domicile, etc., il y en a quand même qui partent parce que, pour parler, ils ont une trouille légitime.
hein, parce qu'il y a eu les représailles sont terribles hein, quand même, et les menaces sont terribles. Quand vous restez, c'est pas pour dire, bah tiens, je ne sais pas où aller, c'est aussi que la famille et tout ça risque d'y passer. Le tiers est redoutable. Un tiers est redoutable. Je Bah ne oui. comprends pas qu'il y ait autant, encore, le nombre de villes avec un boulevard tiers. Ah bah ça diminue, hein. Ça diminue. Oui, Oui. On les traque. Mais on n'arrive pas à tous encore les éradiquer. Moi, par exemple, je sais qu'à côté de Châteauroux, à Déol, il y a eu une routière. Hein, j'ai demandé à ce qu'on la supprime, surtout que là-dedans, il y a des insoumis, enfin bon, qui devraient être un peu de mon avis là-dessus. Et puis aussi, il y a une ville aussi que je trouve quand même un peu rétrograde. On peut partir partout, hein, vous m'excusez, mais bon, non, c'est pas une excuse, c'est très bien, moi j'adore ça, les improvisations. Il y a Dieppe, par exemple, c'est la ville de Louise Michel. C'est là qu'elle débarque, quand elle revient de son exil à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Il célèbre Louise Michel tous les ans en grande pompe, avec des cerfs-volants sur la plage de Dieppe, et il y a une routière, on y a été, tu te rappelles là. Pas sur la routière. Ils n'arrivent pas. Ah non, les quartiers sont un peu différents. Ils n'arrivent pas à avoir suffisamment de poids pour empêcher cette. Ben, il faut croire que non. de nommer cette rue. Apparemment, non. Mais à Tours, par exemple, il n'y a plus de routière. Quoi. Je l'ai connu quand j'étais étudiant là-bas. Et le lycée Thiers de Marseille. Ah, le lycée Thiers de Marseille, oui. Il s'appelle toujours Thiers. Oui, c'est ça. À Saint-Jean-de-Luz, la plus grosse artère, c'est le boulevard tiers. Bah oui. Là, tu me fends le cœur, mais je dois reconnaître que c'est vrai. Alors, en même temps, ça arrive aussi qu'il y en a pour qui les compétences sont congruentes. Là. Par exemple, Roussel, médecin, est délégué à la direction des ambulances. Bon, paraît un peu logique. Desesquel, clerc d'huissier, secrétaire général à la justice. Le comptable Martillon, il est chef comptable à la marine. Bon, ça. Et l'institutrice Marguerite Tiner, devenue inspectrice générale de l'enseignement primaire, bien. Là, ça s'est fait assez facilement. Bilan, alors là, voilà le bilan qu'en tire Jean-Louis Robert de sa grosse étude. Une telle conclusion peut être appliquée aux autres services publics concédés, c'est-à-dire que ça fonctionnait plutôt bien, comme la compagnie des... Ah oui, ça c'est les concédés dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a continué les chemins de fer, qu'on a continué... voilà. Ils n'ont pas fait d'intervention inutile. Ils n'ont pas procédé, ils n'avaient pas les moyens d'assurer derrière à des nationalisations, dirait-on, comme a fait le Conseil national de la résistance plus tard, qui avait la défaite derrière lui. Là, les communards ont la défaite devant eux. C'est pas réglé, c'est pas la même situation. Voilà. Donc, indéniablement, la commune a su remettre en route les services publics au prix d'un grand pragmatisme, que ce soit dans la fonction publique de la ville ou dans les secteurs concédés. Alors, il faut que je regarde l'heure, 16h06, parce que j'aurais tendance à déborder. Là, j'ai au moins 20 heures de conférence dans ma petite clé USB, c'est clair. Donc là, comment? On a apporté des lits de camp. Ah oui, non, mais... Là, je ne suis pas sûr qu'ils accepteraient des squatteurs communards dans un établissement si honorable que la médiathèque Paul-Éluard, dans une ville. Je m'arrête là. Ce matin, à la manifestation pour la Palestine, c'est la première fois qu'on a eu les policiers. Ah ben voyons. Ah ben voyons. Comme tu dis, ben voyons. Bon, je me demande si on va continuer à être fréquentable. Voilà. Donc, je sais bien. Mais tu as raison de me flanquer la trouille. Il faut savoir où on va. Bon, alors, s'il est 4 heures, on peut rester jusqu'à quelle heure à peu près? Vous avez une idée? Il n'y a pas de représentant? On a commencé à 3 heures, ça fait au maximum 2 heures, je pense. 3, 4, 5, ça va? 4h30, on vise pour avoir aussi de la discussion et des choses comme ça, ouais. Bon, enfin, vous me dites que quand vous pensez que ça suffit, vous me prévenez, on est entre nous, de toute façon, il n'y a pas de souci. Alors, ça, c'était Jean-Louis Robert, vous avez compris que c'était mon fil directeur,
Alors, j'en ai un autre, je ne suis pas sûr de tout exploiter, hein, parce que... Alors, je crois que je l'ai amené parce qu'il est plus petit. René Bidouze. René Bidouze, c'est la Commune de Paris telle qu'en elle-même, une révolution sociale aux avant-postes de la République et des libertés municipales. Tout de suite, ça a été une de mes sources privilégiées. Pourquoi? Parce que René Bidouze, que tout le monde connaît et dont tout le monde se rappelle, parce qu'il n'y a pas que des jeunes ici, mais je vais quand même vous faire un petit rappel pour la mémoire qui peut flancher. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui est un syndicaliste dans l'administration, CGT, au PCF. Hein, et je lis ici, en 1978, il met un terme à ses mandats syndicaux et se consacre à des travaux sur l'histoire du mouvement syndical des fonctionnaires. Voilà, et il a bossé. Hein. Et à partir des années 1990, sur la Commune de Paris, en plus, lui aussi, il est des nôtres, c'est un pote, c'est quelqu'un de sûr, comme diraient les autres. Hein. Il a de bonnes recommandations, qui donnent lieu à la publication de nombreux ouvrages et articles. Il est dans cette période vice-président de l'association des amis de la commune. À l'époque, on ne disait pas encore avec le féminin. Des amis de la commune de Paris et vice-président de l'association des juristes démocrates. Avec tous ces titres, on peut lui faire confiance. Il est membre du conseil d'administration de l'Institut CGT d'histoire sociale, dont je t'ai plus. Les circonstances de sa vie politique le conduisent à exercer successivement de 1980, une date que vous connaissez, c'est Mitterrand, quoi, à 1987, les fonctions de directeur du cabinet du ministre de la fonction publique et des réformes administratives, vous n'avez pas oublié son nom, le communiste Anicet Le Port, et de conseiller d'État en service extraordinaire, membre de la section des finances, bon, etc., etc. Voilà. Donc c'est lui, Anicet Le Port, hein, le ministre, vous l'avez peut-être vu à la télévision. Il a bien été ministre délégué chargé de la fonction publique, et l'autre était son directeur de cabinet, voilà, à cette époque-là. Alors René Bidouze, hein, il est glorifié dans notre site de la commune des Amis, les Amis de la commune de Paris, les Amis E et les Amis S. René Bidouze, 1922-2022. On peut dire qu'il avait le sens de la précision administrative. Pyrénéen modeste, etc. Travailleur acharné, je ne vais pas tout lire, hein, évidemment. Plusieurs ivrages, l'histoire de la fonction publique en France, etc. Et c'est Claudine Rey et Roger Martelly, qui sont des gens connus chez nous, hein, qui l'ont glorifié et qui le recommandent et qui disent tout ce qu'il a fait. Bon, d'accord. Il a fait aussi une petite brochure, 72 jours qui changèrent la cité. On ne lit pas bien, mais en dessous, il y a la Commune de Paris dans l'histoire des services publics, avec une préface, justement, d'Anicet Le Port. Voilà. Donc, c'est à partir de lui, voilà, ça tourne là, c'est à partir de lui qu'on a des précisions importantes sur le nombre de fonctionnaires. C'est là que j'ai su qu'il y avait 40 000 fonctionnaires cléricaux. Voilà, 40 000 ministres du culte, on disait ministres du culte, hein, effectivement, voilà. Toc toc. Et c'est quand même, c'est plein de choses intéressantes. Il détaille, là, moi je m'y perds, hein, parce qu'il y a des catégories, il y a ceux qui ont le grade machin, officiellement de ceci, avec la rémunération et l'indice de temps. Je vous épargne tout ça. Je l'ai lu, mais voilà. Et puis les statuts. Hein. Alors, en fait, il nous rappelle que le vrai statut de fonctionnaire, au sens moderne où on l'entend, ça ne date qu'à partir du statut de 1952. Avant, les statuts de fonctionnaires n'étaient pas exactement les mêmes que maintenant, et on ne peut pas... Et puis après, il y a eu des textes qui ont encore changé en 1983-84, plus d'un siècle après les événements de la Commune. Donc le fonctionnaire actuel, c'est pas exactement la même chose qu'avant, mais en gros, ça fait tourner les services essentiels, hein, à savoir le transport, l'éclairage. Hein, l'éclairage au gaz était le télégraphe, hein, aussi. Il y a des choses amusantes. Enfin bon. Je ne sais pas si je m'en souviens bien, mais on parle de la simplification administrative à l'époque aussi.
Et je ne sais pas, mais par exemple, j'ai plus les trucs en tête, mais c'est, je ne sais pas moi, envoi par moyen télégraphique, c'était le délibellé, ça devient télégramme. Alors c'est formidable, on raccourcit les mots et on a les mots actuels, c'est à la commune que certains de ces vocables ont été changés. Ah tiens, j'ai perdu mes trucs là. Où est-ce que j'ai appuyé? Bon, ça va, hein, alors on va aller vers d'autres domaines, c'est l'aventure. Alors je vous parle quand même des gens dont je suis redevable hein, pour parler de ça. Ça c'est le gros cordillot qui... la commune de Paris, les acteurs, l'événement, les lieux. Il y a aussi un chapitre. Alors ce chapitre a été fait par Jean-Louis Robert. Donc c'est dans le Grand Cordillot. C'est une compilation. C'est quelque chose qui fait une synthèse énorme en un volume. Il est paru dans un petit volume. Alors les caractères sont petits, hein, parce que c'est dense. On a des biographies communards, et puis on a des thèmes comme l'enseignement, les services publics, enfin, etc. dedans. C'est une vraie Bible aussi. Hein. Ça pèse bien quand vous voulez mettre sur l'imprimante qu'il y a un gros livre qu'il faut appuyer dessus. Je m'en sers souvent pour scanner voilà, de mon cordillot. Voilà, alors la commune et les services publics, eh ben, c'est Jean-Louis Robert, vous voyez, c'est lui qui l'a fait. Alors il dit un peu la même chose que ça. Alors j'ai grossi un exemple d'une illustration qu'il donne. Alors c'est la commission des services publics, présidée par Jules Andrieux, hein, et service des eaux et égouts. Alors ça, c'est capital, hein, parce que pour la santé publique, une ville qui a des égouts, et c'est Londres qui a donné l'exemple premier, celui qui a réorganisé d'une façon salubre les égouts de Londres, il a sauvé des milliers de personnes. C'est un... Et on ne connaît pas son nom, si, les historiens le connaissent, mais il n'est pas glorifié, mais on devrait tous le connaître parce que c'est des philanthropes, ces gars-là, mais concrets, quoi. Et là, c'est un mot, une instruction du 21 avril 1871. La commune n'en a plus que pour un mois à vivre. Mais c'est un laisser-passer et circuler librement au-dedans et au-dehors de Paris. Enfin, au-dehors, là, ils s'avancent un peu parce qu'avec le siège, ceux qui sortent, ben, bonne chance à eux. Hein, vous savez comment on communiquait par les ballons qui allaient au-dessus de la portée des canons Krupp allemands, là, qui étaient pourtant performants. Mais un ballon, ça pouvait arriver à voler au-dessus et pas se faire descendre. Et puis, il y avait les pigeons voyageurs aussi. Les boules des moulins. Il y avait les boules. Hein, ben, ça, c'était dur à récupérer. Hein, vous mettiez comme des espèces de bouteilles, comme on met des bouteilles à la mer, un peu aussi, hein, des bouteilles de coca, mais c'était sous des boules métalliques. Vous mettiez les messages là-dedans, vous les mettiez dans l'eau. On ne pouvait pas tous les récupérer. Les Prussiens n'allaient pas être avec des musettes ou les Versaillais. Et puis après, si on arrivait à les récupérer de l'autre côté de la frontière parisienne qui était tracée, ben, on avait un message. Hein. C'est ingénieux, on a utilisé toutes sortes de choses. Hein. Alors, et là, c'est le service des eaux et égouts, hein, effectivement, vu et approuvé l'ingénieur secrétaire général de la commission des services publics. Hein, c'est-à-dire, c'est un lieutenant, si j'ose dire, de Jules Andrieux, hein, qui lui chapeautait le tout. Bien. Si je regarde un peu plus loin, bon, ben, c'est bon pour celui-là. Et ensuite, eh bien, on va explorer un autre terrain. Ouais, alors, je vais vite, mais ceux qui s'intéressent, il y a d'autres sources que certains connaissent. C'est un poète qui s'est intéressé à la Commune de Paris et qui est devenu une véritable autorité, à force d'être méticuleux. C'est Bernard Noël, dictionnaire de la commune, là je l'ai en 2 tomes, il y a plusieurs éditions et manières, et il traite de tout par ordre alphabétique. Et vous pouvez voir enseignement, Édouard Vaillant, par hasard, service public, etc. Bon, je passe dessus parce que on a encore plein de choses à voir. Ah, je vous ai présenté Thèse tout à l'heure, Albert Thèse, mais bon, voilà. Alors, le bouquin de Georges Frischmann, hein, je vous l'ai paru, mais là vous pouvez le voir, pionnier de l'association parisienne de l'international,
Ça, c'était une recommandation. Quand on faisait partie de l'Internationale des travailleurs, c'était une association qui n'était pas si puissante qu'on pouvait le croire, mais ça faisait fantasmer la police de Napoléon III. Ils imaginaient un peu comme, je ne sais pas moi, s'il y a quelque chose, c'est que les Russes manipulent tout, quoi. Enfin, là-bas, c'était l'Internationale avec Marx à Londres, etc. Ils étaient assez pauvres en effectifs, ils n'avaient pas d'énormes moyens, mais alors ça leur foutait une trouille terrible. On avait peur qu'ils fassent une révolution d'un moment à l'autre. Mais pour Napoléon III, c'était une trouille, mais pour les communards, c'était évidemment... Vaillant adhère à l'Internationale quasi immédiatement. Voilà, 64, et puis la plupart des autres. Et celle qui fait la relation entre Marx et la Commune, c'est une femme, Elisabeth Dmitriev, qui est d'origine russe et qui avait la confiance de Marx à Londres. Donc on voit ici directeur des postes de la Commune de Paris. Ben oui, il était élu par ses camarades dans une espèce de pré-syndicat ouvrier, une chambre fédérale, la première chambre fédérale. Il avait la confiance, là, celui-là, il était absolument sûr, c'est évident. Donc voilà, Albertès. Mais ça, Albertès, il faut que j'en parle d'une façon précise. Il me faudra bien encore 2 heures aussi. Alors, si c'est pas Vierzon, ça sera ailleurs. Pourquoi vous pensez à quelque chose? Qu'on serait menacé. Bon, là, j'ai des trucs sur la Commune. Alors, j'ai tellement plein de trucs, je ne peux pas tout vous donner. Mais qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, j'espère. Bon, si les Word ne s'ouvrent pas parfaitement, enfin... Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Il y a des moments, je ne sais même plus, parce que entre la première conférence sur Rossel et puis avoir accueilli parfois jusqu'à 1h du matin, etc., avec Michel Pigenet, puis j'ai remis mes trucs. Ah oui, ben ça c'est... Voilà, c'est l'article qu'on a envoyé pour le prochain bulletin des Amis de la Commune, parce qu'on a un bulletin qui paraît tous les trimestres, là, enfin 4 fois dans l'année. Et... voilà, ben on nous a demandé, nous les Berrichons, de faire un article qui synthétise. J'aurais pu me contenter de lire ça, puis de dire que ma conférence était finie, enfin je ne sais pas, mais voilà. Donc, je lis quand même ce qui est important, c'est-à-dire ce que j'ai fait moi, parce que, voilà, ils ont envoyé des choses érudites pour dire qui a fait tel service. Michel Paglot, enfin Edwige n'est pas surprise, mais elle a recensé ce qu'il a trouvé dans le Bernard Noël, c'est son idole. La Commune délègue Jules Vincent puis Élie Reclus à la Bibliothèque nationale. Donc on a le catalogue de qui était dans quel service. Et à charge à moi de mettre dans le contexte et puis de faire une introduction, une conclusion en particulier pour mettre un peu de sauce dans tout ça. Donc mon introduction qui présente les services, dans le contexte violemment hostile où elle se trouvait, contrainte pour survivre de faire fonctionner l'ensemble des services publics empêchés ou désertés du fait du gouvernement de Versailles, la Commune sut mobiliser en son sein suffisamment de forces défensives pour relever le défi et apporta ses réponses propres à la question que la nécessité lui posa: comment gérer 2 millions d'habitants sans l'appareil étatique et sans les services publics. Alors ça, je l'ai pris, c'est une citation de la Commune en acte, alors j'ai la note 1 en bas qui le signale, c'est, oui, dans les nouvelles approches, c'est, je crois, c'est Jean-François Duperron. On doit faire avec lui, c'est le spécialiste de l'enseignement sur la Commune, et je dois faire avec lui une intervention, mais je crois que ça a été repoussé parce qu'il y avait les municipales et que les directeurs des archives départementales ont tardé à donner leur réponse, les politiques auxquels elles s'adressaient aussi, ils ont voulu voir si ça se dégage. Apparemment, ça paraît se dégager et on pourrait faire cette intervention peut-être en septembre. Alors, il y aura nous deux sur l'enseignement. Moi, je vais étudier
commune depuis 71 jusqu'à nos jours à travers les manuels et essayer de voir comment elle a été réellement enseignée, sous quel angle et comment ou pas enseignée. Hein, et ça, j'avais déjà commencé ce travail avec les manuels contemporains et l'enseignement contemporain, hein, en m'adressant à mes collègues, évidemment, qui eux sont vivants. J'aurais plus de mal avec ceux qui vivaient à la fin du 19e siècle. Enfin, bon, les témoignages sont là, plus rares. Et puis, il y aura aussi Pascal Lebros qui va intervenir dans le même cadre sur la laïcité. Hein, parce que la commune, vous savez que c'est elle qui proclame par son décret du 2 avril la séparation de l'Église et de l'État. La première. Alors, je crois qu'on comprend maintenant ce que sont les... C'est assez dense, hein, mais maintenant vous comprenez ce que je veux dire quand je parle du contexte. Empêcher ou déserter du fait du gouvernement, les services publics, ben oui, hein, ceux qui sont là sont évidemment très surveillés, ne peuvent pas faire n'importe quoi, ne peuvent pas être au service de la commune, l'esprit tranquille, hein, c'est clair, il y a des espions partout, et déserter parce qu'on les a tous ramenés là-bas, à part justement ceux qui sabotent. Et puis, pour essayer de donner du dynamisme un peu à notre article et l'ouvrir sur le présent, j'ai introduit l'idée qu'ils ont trouvé des forces défensives. Parce que, effectivement, dans le contexte qui était là, ils n'étaient pas offensifs. Vous comprenez qu'ils devaient se débrouiller pour faire fonctionner le mieux, mais ils n'avaient pas les moyens de faire des progrès considérables, même s'ils avaient dans la tête d'en faire, et même s'ils en ont fait, mais ce n'était pas quelque chose de prévu. Donc je passe, et voilà, là c'est Jean Hennequin qui parle de René Bidouze, hein, j'en ai parlé, et j'ai conclu en disant cette victoire. Alors c'est marrant parce qu'à l'antidote, ce qui y était, non, personne n'y était, voilà, à l'antidote, Michel Paglot a aussi cité un élément de ça en disant un grand historien a dit, et il ne s'est pas aperçu que c'était moi qui avais écrit ça. Donc j'ai dit attention quand même, là tu me flattes. Ah, il croyait que c'était quelqu'un qui était en note en bas, mais non, c'était ma phrase. Alors, cette victoire au prix de ce qu'il n'est pas usurpé de qualifier d'héroïsme collectif et individuel, ah oui, parce que je rappelle en note qu'il y avait des représailles, etc., est à la fois celle des actes et des idées, car des actes ont été accomplis, et ceux qui n'ont pas pu l'être, qui sont restés à l'état d'idées, sont devenus des éléments forts d'inspiration pour l'avenir. Ils ont joué le rôle de force offensive pour les générations qui ont suivi. Et vous voyez à quoi je pense, évidemment, et dont nous avons jusqu'ici largement bénéficié. Ben, c'est le Conseil national de la résistance, c'est 36, c'est le Front populaire, enfin, et même au lendemain de la guerre 14-18, hein, quand c'est malheureux parce que c'est dans des États où la France était quand même dans un état déplorable qu'on fait des progrès pour le peuple à ce moment-là. Sur ces deux fronts, des idées et des actes, plus que jamais, on arrive à introduire et à faire comprendre au national qu'on peut mentionner des messages d'actualité. Voilà. Et nous, dans le Berry, on les embête un peu parce qu'on s'en prive jamais. Et ils voudraient qu'on baisse un peu le ton, Edwige. Tu connais ça, alors on essaye, nous, de repousser les limites. Ça s'améliore. Voilà, ça s'améliore maintenant, oui. On a conclu positivement notre dernière rencontre avec eux. Voilà. On les aime bien, ils nous aiment bien, donc tout va bien. Les principaux concernés sont potentiellement d'abord les enfants des générations futures. Il ne reste plus qu'à souhaiter qu'un sursaut salutaire vienne in extremis, avant qu'il soit trop tard, infirmer cette tendance. Voilà. On a encore des services publics. Je dis, là, attention, il y a des menaces. Je ne précise pas lesquelles. Il ne faudrait pas qu'on redevienne défensif. Bon, je pense évidemment à une échéance électorale proche. Bon. J'aurais aimé savoir si, oui. si, par exemple, à l'époque de la commune, là, le service public était aussi développé que maintenant. Parce que je pense que le service public, il s'est développé au fur et à mesure du temps. Non. Bon. Tu dormais quand je l'ai dit tout à l'heure. Hein. J'ai dit que la commune de Paris, au départ, c'était hyper embryonnaire.
C'était Oui, d'accord. 100 000, 150 000, c'est passé à 200 000. Maintenant, ça se compte par millions. Et c'était très embryonnaire, effectivement, par rapport à maintenant. Hein. Et il ne faudrait pas l'avoir oublié. Maintenant, on a des États qui sont d'une complexité quasi kafkaïenne, avec des raisons, hein, parce qu'il faut bien contrôler des choses dans la précision. Je ne suis pas pour une simplification qui nous ferait perdre tous nos droits, hein, mais c'est parfois, effectivement, des excroissances qui sont nuisibles. Hein, on verra par exemple ce qu'on appelle le millefeuille. Hein, la commune, c'est les communes, quoi. C'est l'héritage de la Révolution, c'est le peuple qui auprès de ses élus, des responsables directs. Eh bien, on a fait en sorte que ça éloigne. Et ça peut avoir son utilité, par exemple économique. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avoir un cinéma gigantesque comme à Vierzon, dont les autres communes ne profitent pas. C'est pas la peine d'en avoir un à Vierzon, à Salbris, pourquoi je dis ça, à Massé, voilà, mais dans les villes environnantes. Mais c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui peuvent être utiles de rassembler. Mais en même temps, on s'aperçoit que ça a été fait pour une raison assez simple aussi, c'est que ça éloigne les décisions. Et qu'on ne sait même plus quelle est l'opinion de celui qui va prendre les décisions. Parce qu'ils se réunissent en haut d'une communauté de communes, par exemple, des gens qui ont des opinions différentes. C'est très bien hein, de discuter entre opinions différentes, mais à la fin, on ne sait pas qui l'emporte. Et si c'est celui en qui on a confiance ou celui en qui on n'a pas confiance, et après on nous l'impose, la communauté de communes a décidé que. Et les maires sont de plus en plus dépossédés, et ils n'ont plus qu'à s'occuper des herbes dans les chemins, etc. Et ça dérange un républicain qui a des racines révolutionnaires. Enfin voilà, donc j'en profite, hein, c'est peut-être la dernière fois que je dois faire passer des messages comme ça. Bon, et dans l'éditorial, Joël Ragonneau, notre président, lui aussi maintenant, il fait des déclarations qui nous plaisent bien. Hein, voilà, ils peuvent le faire. Par exemple, concernant les agents publics, la commune aurait pu s'inscrire dans l'affiliation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est leur première inspiration. Mais il y a aussi toutes les précédentes, 1830, qui a été réprimée, 1848, qui est plus proche encore. Tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi, ils sont admissibles à toute place et emploi public, selon leur capacité, ça revient aux critères que je disais tout à l'heure, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Alors ça veut dire qu'on ne s'occupe pas, par exemple, on ne va pas leur chercher des noises, comme dit Vaillant, avec des justificatifs, notamment concernant la nationalité. Si le type est sûr, s'il a fait ses preuves, s'il a la confiance de ses camarades, on peut mettre par exemple un Hongrois comme Frankel, un ouvrier, ministre du Travail, délégué, hein, délégué au travail. Des généraux comme Wroblewski et Dąbrowski sont les principaux de l'armée française de la commune, de l'armée de la commune. On a eu Rossel aussi, voilà. Alors, hélas, vous voyez, notre président, maintenant, on l'a un peu secoué, là, il prend des risques un peu comme nous, quoi. Hélas, une bonne partie de tout cela appartient désormais au passé. Certains services publics survivent informatisés et difficilement accessibles à une part de la population. Ça, c'est un problème pour l'avenir. D'autres ont été livrés à des organismes publics, privatisation des services publics, et subissent les aléas de la compétitivité. Oui. Ceux qui restent sont à l'agonie. Vous voyez, là, il vient ça. On croirait un berrichon, là. L'hôpital et les services de santé s'écroulent. Alors, quand ils viennent nous faire des reproches qu'on est un peu trop offensif, on leur sort ça, vous voyez. L'éducation nationale peine à recruter des enseignants. Eh oui. Et les actuelles propositions gouvernementales ne permettent pas de verser dans l'optimisme pour le futur. Oui, il a raison de le dire. Ce n'est pas la société que nous voulons. C'est pourquoi les amis de la Commune de Paris 1871 ont choisi comme thème 2026 les services publics. Ah, vous voyez, c'est pas moi qui vous racontais des histoires, c'est signé Joël Ragonneau, c'est notre président officiel. On est dans les clous. Voilà, très bien. Bravo Joël. Continue. Ça, c'est la commune en acte dont j'ai parlé tout à l'heure.
Ça, c'est des cartes que je rappelle. Béatrix Escoffon, voilà, c'est des compléments, mais j'en ai parlé. Mais enfin, c'est les femmes héroïques de la commune, quoi. Alors, il y en a eu des flamboyantes, hein, Louise Michel, on la cite tout le temps. Elisabeth Mitrieff, en plus, elle était jolie, comme disent les camarades, ça aide. Jean Hannequin est littéralement subjugué par le physique d'Elisabeth Mitrieff. C'est notre co-président pour l'Inde. On le taquine un peu là-dessus. Et puis il y a André Léo qui a eu son année, hein, l'écrivaine, etc. Et d'autres. Hein. Mais Béatrix Escoffon, ben, elle n'est pas du tout connue, et c'est bien qu'elle soit sur cette carte, mais elle représente toutes ces femmes qui ont tenu la commune. Tu veux dire Juste, elle est morte en 1916. Elle était encore ambulancière sous la guerre de 14-18, peut-être. C'est qu'elle là, elle avait des problèmes de santé. Ah, d'accord. Elle a fait ce qu'elle a pu pour se tenir, mais là, elle n'était plus vraiment active. Ah, d'accord. Non, si tu penses aux dates, regarde plutôt la naissance, 1849, c'est-à-dire que c'est exactement 100 ans avant ma naissance à moi. Donc, c'est quand même un titre de gloire important pour la mettre sur une carte. Oui, Daniel? Je voulais juste revérifier quelque chose, parce que tout à l'heure, je crois que tu as dit qu'en fait, ambulancière, c'était quasiment infirmière. C'était pas forcément celle qui était dans les ambulances. Non, mais quand on dit ambulance, ça ne veut pas dire voiture. Oui, c'est ce que je dis, c'est les hôpitaux. Oui, C'est les hôpitaux. oui, c'est ça. Alors que pendant la guerre, les ambulancières, c'était à la fois les infirmières, mais... Oh, il y avait... Non. Je parle de la guerre de 14. Ah oui, en 14. Ah oui, d'accord. Donc c'est un emploi, c'est particulier dans le... Oui. Oui, mais il pouvait aider quand même. Enfin, je veux dire, s'il avait des compétences un peu de... Oui. Bon, Philippe va nous donner des précisions là-dessus, alors, parce que... Effectivement... Dans la guerre 14-18, il y a un canton qui est fait, les ambulances ont encore des zones particulières pour les soldats. Il n'y avait pas de notion de conduite de C'est ce que je voulais dire. C'était des En zones vue, avec des on noms pense de déplacement, mais c'est pas Ah oui, parce que le latin emboularé, hein, vous l'avez, ça veut dire se déplacer. ben oui, mais là, en l'occurrence, pas forcément. Mais... oui, les gens venaient dans l'hôpital et en ressortaient. Enfin, c'était le but, on espère, et dans le meilleur état possible. Enfin, il y avait des déplacements et on allait de l'un à l'autre en fonction de la gravité. Enfin, voilà. Voilà, Jules Andrieux. Hein. Alors, oui, j'avais quelque chose aussi sur celui-là, vous l'avez reconnu parce qu'il était sur la première carte, c'est Gustave Lefrançais. Hein. Il a écrit ses souvenirs des révolutionnaires. Beaucoup de communards ont écrit leurs souvenirs un peu à chaud. Le plus célèbre, celui par lequel ceux qui ne connaissent pas la commune viennent à la commune en lisant quelque chose, c'est Prosper Lycée-Garay, hein, voilà, qui a écrit donc ses souvenirs de communards. Alors en général, c'est écrit un peu après, mais c'est un peu, il y a un peu l'aigreur des gens qui ont perdu, quoi. C'est pas un dessin. Ça a été dramatique. Et quand on écrit, on essaye de glorifier les compagnons, les copains, etc. Mais quand même, on est amer de la défaite. Et parfois, l'amertume fait qu'on a tendance à reprocher à certains copains la responsabilité de la défaite. Alors qu'en fait, je veux dire, mais vu de son fauteuil à un siècle et demi de distance, c'est facile. Mais dans l'époque, ils se retournent un peu les uns contre les autres, quoi, certains. Mais globalement, quand même, ils sont soudés, quoi. Bon, là, on est proche aussi de la libre pensée. Hein, par exemple, et là, ils glorifient dans un de leurs tracts eh bien, Gustave Lefrançais, qui est un des leurs, parce qu'il est né à Angers. Donc, chacun a son communard à célébrer. Hein. Nous, Vierzon, c'est Vaillant et Pia, mais là, voilà. Alors, il y a une citation de lui. « Je meurs de plus en plus convaincu que la société au milieu de laquelle j'ai vécu n'est que le plus cynique et le plus monstrueux des brigandages. » Vous voyez qu'il n'y avait pas forcément du pessimisme.
Je meurs en professant le plus profond mépris pour tous les partis politiques, fussent-ils socialistes, n'ayant jamais considéré ces partis comme des groupements de simples niais dirigés par déhontés ambitieux sans scrupules ni vergogne. Vous voyez que l'amertume s'exprime véritablement. Hein. Et puis, il y a une note de Karl Marx qui a écrit justement lui aussi à chaud. Au départ, il n'était pas très partisan de la commune parce qu'il pensait que ça allait contrarier l'hégémonie un peu de la classe socialiste allemande et tout ça, que ça allait faire foirer ses plans. Mais à la fin, quand il a vu l'héroïsme des communards, etc., il s'est mis à en faire l'éloge quasi immédiatement. Et qui dit de lui, Gustave Lefrançais, il eut une vie exemplaire. Ah non, ça c'est Jules Vallée. Ça, là, il eut une vie exemplaire qui parla aussi haut que son éloquence en faveur de ses convictions. Alors, la phrase de Marx doit venir après, parce que c'est des trucs que j'ai vus. Ah oui, là c'est pour critiquer Jules Ferry. Jules Ferry, avocat sans le sou avant le 4 septembre, donc avant la proclamation de la République, réussit comme maire de Paris pendant le siège à tirer par escroquerie une fortune de la famine. C'est pour ça qu'on l'appelait Ferry-Famine, oui. Et après, on l'appellera Ferry-Tonquin, hein, parce qu'évidemment, il était colonisateur et il aimait bien justifier l'exploitation des races inférieures, comme on disait à l'époque et comme il disait, pour le bien-être de la France. Voilà. Et de l'esprit général, enfin, de l'intérêt général. C'est pas celui des communards, exactement. Il y a une main qui s'est levée, non? Non, ça va. N'hésitez pas. Hein. Alors, oui, Ferry, je dirais, hein, pour détruire un peu le roman national, parce que j'ai fait des conférences entières pendant 2 heures pour le justifier, comme Duperron, hein, puis d'autres, hein, un inspecteur général qui s'en était chargé avant. Dans le roman national, on dit que les lois, l'école libératrice, laïque, gratuite, obligatoire, c'est les lois Jules Ferry, etc. Et Jules Ferry est un grand homme au panthéon de la République française, etc. D'ailleurs, vous avez vu François Hollande, son premier acte en tant qu'élu président, ça a été d'honorer la statue de Jules Ferry. Il n'en est pas de même pour nous autres, communards. C'est que moi je suis bien placé, je lui en veux particulièrement. Hein, parce que Vaillant a fait une école laïque, gratuite, obligatoire, égalité de salaire, instituteur, institutrice, etc., progressive pour l'émancipation de ceux qui recevaient cet enseignement. Et on dit, même si on veut glorifier Vaillant souvent devant moi, on dit, mais oui, mais alors Vaillant, il a été remarquable parce qu'il a quand même fait les lois Jules Ferry 10 ans avant Jules Ferry, ce qui est fort. Ben, je lui dis oui, dans un sens, mais dans un autre, ce n'est pas les mêmes lois. Parce que lui, il faisait des lois émancipatrices, alors que Jules Ferry faisait des lois pour éloigner la mauvaise influence socialiste chez les ouvriers, qu'ils ne se révoltent pas, qu'ils restent bien soumis, non pas aux curés, parce que là, ils étaient anticléricaux, ça paraît très progressiste à bon compte, mais aux patrons. On peut taper sur les curés, tapons pas sur les patrons. Au contraire, il fallait en faire de bons serviteurs du patronat. Donc c'est en fait un programme éducatif d'asservissement que fait Jules Ferry. Et c'est très clair dans ses textes. Il veut d'ailleurs des soldats pour le patronat. Il ne dit pas de la chair à canon, il dit des soldats. Mais par exemple, quand il fait l'ENP de Vierzon pour l'inaugurer ici avec le maire et Henri Brisson, hein, en 83, après avoir chassé Édouard Vaillant qui habitait là avec sa famille d'ailleurs, enfin, le père était décédé, eh bien, il fait ce discours-là. Hein, gloire à nos ouvriers de la base, qui sont les petits soldats qui vont servir alors, moi je traduis très vite, mais enfin, à relancer l'économie, à la faire prospérer, à faire qu'on va lutter contre la concurrence. Il pense que ça va faire rentrer des capitaux dans les bourses de mes copains. Hein, voilà. Alors, est-ce qu'on est encore dans les clous? On a dépassé? Ça va? On s'arrête là? Oui? Comment? Non, mais Vas-y, oui, oui. Monsieur qui vient Monsieur, il doit fermer à 17h. On ferme à 17h? La médiathèque. Bon. Qu'est-ce que je fais? J'ai encore un peu de temps ou pas? Non, hein? moi j'ai
Là, il est 5h moins le quart. Et donc, j'ai un quart d'heure. Voilà. Je voudrais faire une Ah bah vas-y, oui, oui. Par rapport à la sécurité, j'ai appris il n'y a pas longtemps, parce que c'est mon fils qui vit à Ivry-sur-Seine, il n'y a pas de police municipale pour assurer la sécurité dans les quartiers. Ils préfèrent mettre cet argent-là, l'argent qu'ils ne dépensent pas pour faire une police municipale, avec des médiateurs et des éducateurs de rue. Et en fait, Oui. on se rend compte qu'à Ivry-sur-Seine, c'est une ville dans la banlieue parisienne où c'est relativement calme. Alors qu'il y a vraiment une grande, enfin, et il y a une grande mixité de la population, mais on voit bien qu'il y a quelque chose de... Mais oui. Mais, Je voulais juste dire ça. non, mais c'est important parce que Du service public et de la sécurité. Ah oui. ça devait être les éléments un peu de ma conclusion. Hein, c'est-à-dire qu'à l'époque, on a des expériences qui partent de la base communale, qui sont parfois dans des îlots, et parfois même à l'intérieur d'un établissement, où on expérimente des choses parce qu'on s'entend bien, et que ça marche. Hein, on a parlé récemment, là, j'ai demandé à Nathalie si je pouvais évoquer son cas, mais on a parlé par exemple à Vierzon de la maison de l'Oasis, le travail qu'elle faisait d'apaisement. Eh ben, c'est pas un truc service d'État qui vient parachuter à l'intérieur. C'est municipal, c'est même localisé, ça peut même être un truc de quartier. Et elle nous parlait aussi, quand elle ne savait pas que j'allais dire des choses comme ça sur la commune, je pense, hein, et c'est pas une experte de la commune de Paris, mais elle a relaté son expérience, elle, à l'hôpital de Vierzon. Quand elle était avec ses médecins, etc., c'était quasiment un fonctionnement démocratique, même s'il y avait de la discipline. Et quand j'ai parlé tout à l'heure du service public, il y avait des chefs quand même, mais on pouvait sortir avec eux, boire un coup, enfin des choses comme ça, c'est ce qu'elle raconte. Il n'y avait pas une barrière si énorme. Eh bien, quand elle a évoqué ça hier avec Pigenet, quand on a parlé de son expérience, moi, j'étais dans ma conférence sur la commune. C'est exactement les valeurs de la commune qu'ils avaient actualisées, sans le savoir, sûrement. Vous n'avez pas pensé à la commune de Paris pour la prendre en modèle. Mais ce que vous avez fait, j'avais dit à un moment, mais c'est quasiment une utopie qu'ils ont construit d'eux-mêmes, parce que l'environnement permettait aussi de le faire. Parce qu'il y avait des gens compréhensifs autour qui vous laissaient faire ça, et que vous étiez plein de bienveillance et d'attention au public et aux patients. Et tu as montré aussi, dans la conclusion, moi je fais état d'inquiétude, que ça a changé. Qu'à un moment, on vous a dit halte là, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez, vous devez faire les actes qu'on vous dit, l'informatique qu'on vous dit, et pas vous occuper des patients comme ça, en bavardant et pour leur bien-être. Vous devez tout de suite aller passer à d'autres à toute vitesse parce qu'il faut du rendement. Et là, c'est de la maltraitance. Ça, c'est la tarification à l'heure. Voilà, oui, vous connaissez bien toutes ces Il n'y a pas lois. longtemps, sur France Culture, j'ai entendu un petit reportage sur une école. Je ne sais plus où c'est dans la banlieue parisienne, où il y a toute une équipe d'enseignants qui font autrement, Oui. notamment pour les enfants en difficulté. C'est qu'il y avait des témoignages d'enfants qui disaient mes parents n'avaient pas les moyens de me payer des cours particuliers, mais là, avec toute l'aide qui est amenée aux enfants en dehors des périodes de cours, ça compense justement et ça permet une égalité des chances. Mais oui. Il faudrait que j'essaye de le retrouver. C'est hier ou avant-hier. Mais voilà, c'est ce qu'on voudrait pour l'enseignement. Hein. Ben, quand ça marche, on voudrait que ça soit généralisé. Et basé sur le bon sens. Et qu'on y mette des moyens, quoi. Qu'on ne cherche pas à chaque fois à faire des économies là pour que certains puissent acheter des yachts. Oh là là, encore côté. Oui, vas-y. D'après mon expérience, dans l'enseignement, quand ça marche et que ça coûte des sous, ça fait long feu. Oui, l'expression au sens exact, c'est-à-dire que ça ne dure pas. Tout à l'heure, quand tu as dit que tu as évoqué un petit peu les communards qui étaient un petit peu contre les fonctionnaires, tu sais, qui disaient ah, ils étaient beaucoup, mais les fonctionnaires l'Empire. Enfin, voilà. Moi, ça m'a rappelé un petit peu ce que j'ai, parce que moi, j'étais aussi fonctionnaire moi-même, et ça m'a rappelé un petit peu tout ce que j'ai entendu tout au long de ma carrière. Hein. Ils disaient pas les fonctionnaires, ils disaient les gars de la ville. Les gars de la ville, vous êtes tous des feignants, vous êtes tous des bons à rien, enfin voilà.
Mais attention, ne fais pas le contresens, j'espère. Hein. Oui, mais... Les communards t'auraient adoré, Jean-François, parce que toi, tu fais un travail concret. Ouais. Et tu captes pas l'essentiel des richesses de ton service pour t'acheter des tableaux de maître. Voilà. Eh non, Dans ma première vue, quand on entend toi ça, tu bosses. Et là, les communards voulaient des gens comme toi. Bien sûr. Oui, voilà. tout Oui. ça. Malheureusement, dans la haute fonction publique actuellement, c'est des gens qui accaparent des fortunes, hein. Tout à fait. Et qui dictent des politiques qui ne sont pas du service public. Bien sûr. Qui sont à l'encontre du service public, qui sont pour servir le capital. Alors ceux-là sont exactement dans la ligne des fonctionnaires d'empire. Ça veut dire que on est en république, mais avec l'exemple que tu donnes, on est plutôt sous un régime impérial. Oui, puis en plus, c'est perméable. Ouais. Qui vont de la fonction Ah bah oui. publique Dans le au privé, privé, hein, il y a on a du des privé, exemples. voilà. C'est ça. Du privé à la fonction Les publique. ministres, ils vont vers l'autre. Et ça a toujours été, mais avant, mais les délais se sont accélérés. C'est-à-dire qu'avant, il fallait attendre au moins 2-3 ans pour passer de l'un à l'autre. Maintenant, c'est pratiquement à la sortie, ils y vont, ils avaient un poste au ministère, ils se sont fait leur carnet d'adresse, ils vont mettre toute cette compétence-là chez Total ou autre, et ils reviennent après. C'est... Oui. Dans les services Bruno Le publics, Maire. mais là, ça oui, en dessous, là, maintenant, quand on parle de l'hôpital, je pense que c'est dans d'autres services publics, des fonctionnaires titulaires, il y en a pratiquement, on n'en embauche pratiquement plus. Mais oui. Ça, maintenant, Après contrat. c'est des contrats, des CDI, des CDD, et tout ça. Et alors, dans le privé, au bout d'un certain temps, un CDD, on est obligé de le titulariser, Oui, de le donner oui. pour un CDI. L'hôpital, il peut faire des CDI ou des CDD pendant des années et ils n'ont aucune contrainte. Voilà. Et donc, il n'y a pratiquement plus de personnel titulaire. Donc, les échelons dont tu parlais, C'est ça. l'augmentation, la rémunération voilà. Et donc, la grille des salaires, tout ça, c'est en train de Tout à fait. disparaître parce que c'est que des emplois, c'est des contrats. Des contrats. Alors ce que tu dis là, c'est qu'il y avait quelqu'un qui est très, très au fait de la fonction publique actuelle, à l'Antidote, donc à Bourges, hein, quand j'ai fait ma conférence, et qui nous donnait des tas de renseignements dans cette direction-là. Hein, tous les vacataires, les contractuels, en fait tous ces emplois précaires qu'on greffe dessus, et les autres pensent que le fonctionnaire, dans son ensemble, c'est quelqu'un qui a une sécurité à vie d'emploi, etc. C'est pas le cas de beaucoup. Il y en a de moins en moins. Et puis, il y avait autre chose, ça m'a un peu échappé, qui a été dit aussi. Ah oui, c'est la fameuse mutuelle, ça a été beaucoup discuté là-bas. Il y avait une enseignante, parce qu'il y a des privilèges. Avant la Maïf, la MGN, on était mieux protégés. Mais avec maintenant que la MGN est passée sous la main du mari de Marlène Schiappa, qui n'est pas une socialiste très pure et dure, genre Vaillant, c'est en train de se gâter considérablement. Et on est en train de privatiser par pan la MGN des fonctionnaires, des enseignants en tout cas. Et même on détache les actifs des retraités, qui ne seront pas récompensés de la même façon. Enfin, là, Bernard Friot fait des bons. Hein. Alors, on va sûrement s'arrêter, mais je vous dis quand même ce que j'avais préparé. Il y a de quoi faire une conférence dessus, c'est intéressant. Là, c'est le professeur de français, ça s'appelle les mots. La définition du mot service, du mot fonctionnaire, du mot ministre. Comment ça évolue et comment ça se trouve chez un dictionnaire de l'époque. Je me suis procuré le dictionnaire de Maurice Lachâtre. C'est un éditeur issoudun qui a publié le premier livre du Capital vers la même époque. Hein. Vaillant, d'ailleurs, a été intermédiaire entre celui qui a traduit en français et puis l'éditeur Lachâtre. Eh bien, c'est un roman absolu. Voilà, c'est ça comment c'est. Et dedans, tiens, au passage, j'ai mis ce qu'il y avait sur Vierzon dans ce dictionnaire. Géographie, chef-lieu de canton Cher, sur le Cher et Lièdre. Il y a une petite coquille, hein. Bon, c'est loin. Pourtant, dans l'Indre, il devrait savoir 8190 habitants à l'époque. Vous voyez que hein, on en a gagné. C'est ce que dit Rossel dans sa lettre. Hein. Comment ? Ça n'est qu'une des communes initiales. Voilà, ah oui. Mais même avec les autres, il y a plus. Voilà. Donc,
ministre, Il y avait ça veut dire serviteur, hein, normalement. Avec les Euh, églises et les cimetières. J'avais tout un développement là-dessus, mais l'importance du mot public. Et on voit bien, parce que c'est intéressant ce dictionnaire, parce qu'il est d'idéologie saint-simonienne et fourriériste, c'est-à-dire qu'il est socialiste français de l'époque. Et à chaque fois, ses définitions, hein, dès qu'il y a quelque chose, il valorise. Par exemple, le public, c'est tout de suite valorisé. Il rappelle la chose publique. Qui est un cas de res publica. Res publica, ça veut dire chose publique. Et puis, alors ici, on n'a peut-être pas exactement tous les exemples, mais c'est intéressant dans public, par exemple, ça vient vite, qui appartient à tout un peuple, qui concerne tout entier, le bien public, l'utilité publique. Enfin, tous les exemples sont des exemples positifs. Par contre, quand c'est contraire à leur fonctionnaire, tiens, quand c'est contraire, par exemple, à l'idéologie, alors là, ministre, hein, c'est le ministre de malheur, tous les exemples sont négatifs. Fonctionnaire, celui qui remplit une fonction, fonctionnaire public. Titre de celui qui exerce une fonction du gouvernement et qui reçoit un traitement de l'État. Jusque-là, c'est neutre. Les salaires des hauts fonctionnaires sont généralement hors de proportion. Voilà l'exemple qu'il donne avec les services qu'ils rendent au pays. Les fonctionnaires dévorent le budget. Vous savez, dans les dictionnaires, vous avez des exemples pour qu'on comprenne mieux le sens du mot. Mais lui se sert des exemples en permanence pour véhiculer son idéologie. Il rend positifs les uns et négatifs les autres. Vous voyez ? Ben oui, parce que c'est les fonctionnaires sans empire, quoi. Enfin, mais usager à l'époque, ça n'existe pas. Ça viendra après. Un usager, c'est celui qui a le droit d'usage dans certains bois, dans certains packages, qui peut aller chercher des morceaux de bois ou pas. Voilà un usager. Mais usager des services publics, ça n'existe pas. Mais ils ont tout fait pour ça quand même. Voilà. Bon, écoutez, on va se quitter là. J'ai plein d'autres choses. Je vais quand même vous dire. J'ai tout un truc sur les humains. J'avais même le discours de Corinne Olivier là pour mon. Si quand même. On va pas se quitter. Pierre Ninet. Regardez bien le programme des gens pour qui vous votez en matière de services publics. Le problème est structurel avec l'éducation nationale et avec tous les services publics. Il n'y a pas assez d'argent. Chaque fois que je viens de voir, je le redis, mais c'est en train de se déliter les services publics. Tu ne le redises plus, hein, tant que ça existe, redis-le. Non, mais il y a un problème. Quand vous allez voter, je vous en conjure, si vous pensez que les hôpitaux publics, qui sont notre bien public, et que le fait en France qu'on ne paye pas l'hôpital quand on y va, et que donc quand tu es plus riche ou plus pauvre, tu n'es pas forcément mieux ou moins bien traité. Ce qui n'est pas totalement vrai, parce que les plus riches vont dans des cliniques privées. Donc voilà, libre à eux. Mais au moins, il y a, contrairement aux États-Unis, le moyen, même si tu es très pauvre, même si tu es en galère et que tu as 4 enfants et que tu n'as presque pas de quoi les nourrir, tu peux aller à l'hôpital et tu peux faire soigner ton enfant. Tu peux te faire soigner toi. Si ça vous tient à cœur. Si l'école publique, où il y a un brassage social, moi quand j'étais à l'école, j'ai fait que l'école publique, on allait à l'opéra, au théâtre et tout, il y avait des gens dans ma classe qui n'étaient jamais à la théâtre, jamais à l'opéra, ils découvraient totalement ça. Et aujourd'hui, ils sont artistes. Je vous le dis, je vous le signe. S'il n'y avait pas eu l'école publique dans leur vie à ce moment-là, avec un enseignement de qualité, ils n'auraient pas pu se sortir de ce déterminisme social-là, de la route qui était tracée pour eux. Et si ça vous tient à cœur que les pompiers puissent venir secourir qui que ce soit dans un incendie sans regarder qu'est-ce qu'ils gagnent ou c'est quoi leur religion ou leur couleur de peau, alors vous tenez au service public. À partir de ce moment-là, regardez bien le programme des gens pour qui vous votez en matière de service public, car aujourd'hui, ils sont exempts. Les gens font la queue dans les couloirs et on a de plus en plus un service public qui ressemble un peu à des pays qui n'ont vraiment pas les moyens. Or, on est quand même une puissance mondiale, donc il y a un problème de répartition. Il faut revaloriser ces boulots, il faut revaloriser les profs. Et oui, ils sont émus quand on parle d'eux parce qu'ils sont très oubliés tout le reste de l'année. Et on a un peu ces clichés où on dit « Ah, beaucoup de vacances, c'est des flemmards ». Allez être prof 3 mois, vous allez voir ce que c'est de répéter ça, de rabâcher avec un niveau d'attention réduit, avec des jeunes qui sont sur les écrans, parfois en difficulté. C'est le plus beau métier du monde et c'est le métier le plus dur du monde aussi. Alors ça a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, d'une façon simplifiée, comme ça. Si l'hôpital gratuit vous tient à cœur, si l'école publique, c'est la protection par les pompiers, regardez bien le programme pour qui vous votez. Alors c'est sur Canal+, mais attention, c'est sur un sous-programme Canal+, qui passe sur des abonnements spéciaux et à des heures particulières. C'est pas le Canal+, grand... Oui, mais qui a accès Comment ? Qui a accès à ces messages-là? Presque personne, c'est pas l'intérêt de Canal+, que ça accède.
Voilà. Les réseaux sociaux. Alors, j'avais pris aussi beaucoup d'exemples dans l'UMA. Et si vous êtes intéressé, je me suis beaucoup inspiré pour connaître, là je fais de la propagande politique dans les deux cas, mais l'ouvrage le plus complet, c'est le bouquin pour un nouveau communalisme. Ça a été fait avec des experts et c'est vraiment très dense. J'ai appris énormément de choses. C'est un livre de l'Institut La Boétie, hein, et dans lequel c'est vraiment très éclairant, et les rapprochements entre maintenant et la commune sont absolument assumés. Au passage, on montre que la commune a inspiré tous les progrès municipaux, en particulier des villes de gauche, notamment Parti communiste, hein, à une certaine époque, qui ont inspiré des réformes que l'État devait ensuite prendre en compte avant de revenir dessus. Mais je vous assure que la lecture de ce livre-là, elle est indispensable. Voilà, je termine là-dessus, et bravo les communards, parce que, voilà, vive la commune, je ne pourrais peut-être pas le crier beaucoup, mais en tout cas, je le dis maintenant. Voilà, et vive vous, et merci de m'avoir supporté. Jusque-là, comme ça. Oui. C'est passé, là.